Salut! Après une grosse série sur les agressions sexuelles, je me suis dit abordons d'autres crimes, car au final, si on pouvait comprendre et empêcher les crimes dans leur ensemble, on aurait moins de victimes à soigner. Donc je cherchais des articles scientifiques sur le profil des gens qui tuent d'autres gens, et en chemin je me suis dit mais pourquoi pas partir de la base? C'est-à-dire, pourquoi une personne en vient à flinguer une autre, à l'agresser? Du coup, on va être très large, car je vais vous présenter des modèles de crimes, de délits, d'agressions et d'actes antisociaux dans leur ensemble, quels qu'ils soient, allant du petit enfant qui éclate quelqu'un dans la cour de récré à quelqu'un qui en tue une autre. Si tu as bien suivi la vidéo sur le profil des agresseurs sexuels, tu verras plein de ponts entre les modèles, car les agressions sexuelles, c'est une agression. Et avant de partir dans les détails, on va faire un petit détour sur un modèle que j'aime bien, grâce auquel on peut comprendre beaucoup de préconisations liées aux agressions, quelles qu'elles soient. C'est le modèle de la routine d'activité. Oui, le nom n'a quasiment rien à voir avec la théorie. La théorie, elle explique pourquoi une situation d'agression va se passer et pourquoi dans une population, le taux de crime peut augmenter. Pour une agression, il faut 3 éléments. Déjà, il faut un agresseur ou plusieurs, qui a des caractéristiques qu'on verra ici dans la vidéo du jour. Il faut aussi une victime qui a aussi des caractéristiques propres. Alors attention, quand on parle d'agresseur et de victime, on va casser les stéréotypes de suite. On ne parle pas du méchant ou du gentil, c'est pas tout blanc ou tout noir. On parle de la personne qui subit et celle qui commet l'acte délictueux. Mais par exemple, les deux peuvent être des antisociaux qui cherchent l'escalade et l'un finit par planter l'autre. Ça reste une victime dans la situation lorsqu'on fait les études sur qui tue qui, même si l'autre aurait pu finir mort aussi. Et dans l'autre sens, l'agresseur, c'est pas le méchant d'un film mal écrit. Quand par exemple un youtubeur sympa dans la vie de tous les jours et fait des trucs pas mal, se met à jeter en pâture une personne dans une vidéo en la diffamant, ça reste un agresseur. Dans la vidéo sur les agressions sexuelles, j'ai longuement hésité à faire une vidéo sur les caractéristiques des victimes pour que les gens puissent savoir en gros comment changer pour mieux se défendre. Sauf que je me suis dit après que ça servirait aussi aux gens pour abaisser les victimes en leur disant « t'avais qu'à pas être ça » au final. Donc je savais pas juger si ça allait être bénéfique ou maléfique, une vidéo comme ça, donc finalement j'ai rien fait. Et enfin, il faut un dernier élément qu'une agresseur et une victime, il faut l'absence d'un gardien. Le gardien, c'est l'agent qui va venir bloquer l'agresseur. Ça peut être une personne physique, comme un parent qui va empêcher son gamin de taper son frère, ou ça peut être une instance ou une institution, comme quand un collègue va s'empêcher d'harceler son collègue parce qu'il sait que son collègue connaît ses droits et qu'il est syndiqué. Ce troisième point est souvent oublié quand on parle des dynamiques d'agression et pourtant il est excessivement important dans la compréhension des dynamiques criminelles. Par exemple, le mec qui bat sa femme, il va pas le faire devant le flic ni devant ses amis, car face au gardien, il n'est pas un agresseur. Il ne le devient que quand le gardien disparaît. Fait que beaucoup de personnes oublient et sortent souvent le « Quoi? Bertrand? Un agresseur? Mais il est si mignon !» Ouais, mais si tu représentes le gardien comme toute personne existante peut le faire, devant toi, Bertrand, c'est pas un agresseur. Pareil avec les parents tout étonnés que leur enfant ait été un connard à l'école. Devant toi, si tu représentes un gardien, et en général, vu que tu es un parent, tu es souvent un gardien, ton enfant, il sera tout mignon et on connaît tous dans notre entourage un gamin antisocial qui gruge ses parents, qui croit qu'il est mignon et que c'est jamais sa faute. C'est aussi important pour comprendre pourquoi on dit aux enfants harcelés ou battus d'en parler. Car sans l'intervention d'un gardien, le gamin est vraiment dans la merde et les agresseurs vont pas s'arrêter. Ça explique aussi que des gens soient paumés quand c'est la personne supposée être le gardien qui devient agresseur comme dans une manif. Et d'un coup, tu auras ceux qui verront le flic comme les agresseurs, et ceux qui diront « Mais non, c'est les gardiens contre les méchants agresseurs qui veulent pas travailler 2 ans de plus. Ils sont vilains, ils pourraient juste se laisser se faire enculer par le gouvernement tranquillement. » Bref, quand on met en place alors des politiques contre la criminalité, les 3 tableaux sont importants. On peut diminuer les agresseurs, augmenter les capacités de défense des victimes, ou augmenter la puissance ou le nombre des gardiens. De tête, je ne vois pas une seule proposition anti-criminalité qui ne rentrerait pas dans une de ces 3 propositions. Donc aujourd'hui dans la vidéo, on va voir les caractéristiques d'un agresseur. Voilà un autre modèle en 3 parties, qui s'appelle le modèle d'agression générale. On va expliquer une par une les grandes parties, car comme cela, le modèle il est un peu obscur.
Le modèle, il explique qu'un agresseur va posséder certaines caractéristiques qui vont faire de lui un agresseur. On différencie les facteurs proximaux et distaux qui vont créer un agresseur. Les facteurs proximaux que l'on peut observer facilement dans la situation d'agression et dont on va parler en premier, et les facteurs distaux, ce sont les facteurs plus sociaux liés à la société qui ont augmenté les caractéristiques d'une population et les tendre vers les agressions. Bon, voyons d'abord dans une situation donnée pourquoi un agresseur va se révéler. Dans le modèle, on parle d'abord d'input, c'est-à-dire les caractéristiques de la situation et de la personne. On distingue les caractéristiques, comme je viens de dire, qui viennent de l'individu qui va agresser, et les caractéristiques qui vont venir de la situation. Parmi les facteurs internes qui créent un agresseur potentiel, on a une estime de soi faible, du narcissisme, ça c'est un gros trait de personnalité qui mène aux agressions, j'avais fait une vidéo dessus si tu veux, une image de soi agressive, c'est-à-dire que tu as intégré la violence à ton identité et tu penses que ça fait partie de toi, des objectifs de vie qui nécessitent de la violence, des capacités à être violent, car tout le monde ne connaît pas les balles de la violence et savoir taper quelqu'un ou alors l'agresser, penser que la violence est la norme, la parano, c'est-à-dire que penser que quelqu'un t'agresse alors que non, la justification morale de la violence, c'est-à-dire quand tu penses que ta violence est légitime et que tu as le droit de défoncer la personne, le rejet de la responsabilité sur quelqu'un d'autre, qui rejoint le narcissisme, la déshumanisation de l'autre, la colère qui monte vite, un contrôle de soi faible et certains troubles psy. Est-ce qu'une personne qui a tout ça est un agresseur? Non. Par contre, chaque aspect augmente la probabilité qu'une personne devienne un agresseur. Au contraire, chacun de ces facteurs pris à l'inverse diminue la probabilité d'agression. Ensuite, on a les facteurs de la situation qui vont augmenter les chances d'agression. Une personne qui a ces traits va encore plus augmenter ses chances d'agresser si elle est stressée, se sent rejetée, provoquée, frustrée, de mauvaise humeur, elle vient de faire du sport, elle est sous l'emprise de drogue, elle se sent rabaissée, elle se sent anonyme, la température aussi augmente les chances d'agression, le bruit, la présence d'armes. Par exemple, on a remarqué que si on mettait un fusil à côté de gens en colère, les chances d'agression augmentent en comparaison d'une situation où on met une raquette de badminton à côté d'eux. Ici, on a aussi des facteurs protecteurs comme la bonne humeur, l'exposition à des comportements prosociaux. Si tu es sensibilisé et tu vis avec des gens sympas entre eux, t'agresses moins souvent. Ici, entre les facteurs personnels et les facteurs de la situation, tu retrouves la distinction entre les variables statiques, celles qui viennent de la personne et qui ne bougent pas, et dynamiques, qui vont dépendre de la situation, dont je parlais dans le meurtre conjugal. La personne, elle a des caractéristiques de fond qui la rendent plus ou moins agressive, et cette agressivité va plus ou moins ressortir selon la situation. Par exemple, on avait vu que quand le mari violent se fait quitter, les chances de meurtre augmentent. Ensuite, ça, ce sont les entrées du modèle, la situation de base. Après, il y a ce qu'on appelle les routes. Tu as remarqué que dans ta vie, tu ne réagissais pas toujours de la même manière à un événement. Des fois, ton collègue t'emmerde et tu t'en fous. Des fois, tu lui balances le café à la gueule. Un agresseur potentiel, c'est pareil. Dans une situation égale, les routes peuvent amener à une agression comme à rien. Et on voit 3 grands facteurs qui vont transformer les facteurs d'entrée en agression ou pas. Le premier, c'est l'arousal. L'arousal, je ne sais pas bien prononcer avec en anglais, donc on va être l'arousal en français. C'est ton niveau d'activation global. À quel niveau t'es foufou et excité. À quel point ton organisme il est prêt à réagir. Un arousal élevé, ça augmente les chances d'agression. C'est l'explication de pourquoi quand tu fais du sport, on voit que tu augmentes tes chances d'agresser quelqu'un. Mais un arousal trop faible, ça peut t'amener aussi à agresser. C'est notamment le cas dans les agressions sexuelles, où la personne peut être très très peu sensible, ne pas arriver à bander correctement, et doit alors aller dans des extrêmes pour s'exciter. Par exemple en agressant les gens. Démontrant encore que ce n'est pas l'excitation qui fait l'agression. Ensuite, on a les émotions qui vont influencer les routes prises. Ça en général on comprend bien. Par exemple, si tu es énervé, tu vas plus agresser. Ou quand tu as mal aussi, tu es plus agressif. Et enfin, la façon dont tu penses varie et fait donc varier les chances d'agression. Par exemple, la force à laquelle tu crois qu'une personne est méchante envers toi va modifier les chances que tu l'agresses. Et donc, si on fait juste un point à ce stade-là du modèle, on se rend compte que une personne avec des caractéristiques particulières, dans une situation particulière et un état mental particulier, peut agresser. Mais que si l'on change déjà l'une de ces données, les risques d'agression diminuent.
Déjà, à ce niveau, tu te rends encore plus compte que les phrases du type « Mais non, il peut pas agresser, il est pas comme ça » ou « Mais non, c'est mon pote, c'est pas un agresseur » n'ont aucun putain de sens puisque l'agression, elle va dépendre déjà du gardien et de la victime, mais en plus de facteurs multiples. Bref, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 10% des mecs qui ont déjà agressé sexuellement quelqu'un et 5% du meuf qui l'ont déjà faite, alors que dans notre entourage, on les voit pas, tous ces gens-là. Pareil pour les narcissiques violents avec leurs proches, plein de gens ne les voient pas. Un agresseur peut être quelqu'un qui est tout à fait banal et sympa, mais qui va se révéler dans certaines conditions particulières. Bon, je fais ce point parce qu'après ça se complique et je vais résumer pour être pédagogue, mais je te filerai l'article scientifique qui explique tout ça en détail. Comme on n'est pas des robots des années 70 dans lequel on rentre un programme et ça donne un résultat, la situation elle va être dynamique. Et chaque seconde de la situation d'agression, la situation et l'évaluation est mise à jour, ce qui peut faire que l'agresseur va prendre une route ou une autre. Par exemple, une personne avec toutes les caractéristiques pour être agressif peut désescalader ou partir en vrille en fonction de ce qu'il se passe. Est-ce que j'ai les moyens d'agresser? Est-ce que je suis en position de force? Y a-t-il des témoins? Y a-t-il quelqu'un pour m'arrêter? La discussion tourne-t-elle en ma faveur? Ces réévaluations veulent venir rechanger les données de l'équation constamment. Tout ça fait que des fois, l'agression est prévisible, parfois imprévisible, parfois tu comprends pourquoi dans la soirée c'est parti en couille, des fois ça a pété d'un coup, tu sais pas pourquoi. Si on résume les facteurs proximaux, on peut dire qu'on a des gens avec des caractéristiques particulières dans une situation particulière, et cela ne suffit pas à créer une agression. On peut pas dire que quelqu'un est un agresseur en fonction de ses particularités. Il faut aussi que l'agresseur soit dans un état mental où il a l'idée d'agresser. Cet état mental va amener à une première évaluation où il va vouloir agresser, mais vu que la situation est réévaluée constamment, les risques d'agression ou de rien du tout sont revus constamment par l'agresseur. Et dans tout ça, après, tu as les facteurs distaux qui vont venir influencer de loin les données, comme la génétique des individus concernés, leur personnalité, le statut socio-économique, la culture dans laquelle ils ont grandi. Là, il y a des débats compliqués sur ces différents facteurs, car comme ils sont plus lointains, c'est plus difficile d'évaluer leur pertinence. Par exemple, on dit que la testostérone rend plus agressif parce que quand on en injecte à une personne, elle se sent plus agressive. Sauf que quand on compare les personnes qui ont beaucoup de testostérone ou celles qui n'en ont pas beaucoup, les méta-analyses disent qu'il n'y a pas une différence notable et qu'on ne voit pas de lien causal entre la testostérone et les agressions et qu'il faut chercher ailleurs. Donc les injections, elles ont peut-être un effet indirect sur nous. C'est pas la testostérone directe qui crée l'agression. Dans les facteurs distaux très connus, on a aussi la pauvreté qui influence énormément tous les processus ici. Car si tu évalues dans ta vie que tu peux arriver à tes buts avec des routes moins agressives, souvent tu les prends. Si tu peux avoir 3000 balles par mois sans défoncer tes gens, pourquoi pas ne le faire? Tu vas pas aller chercher les emmerdes. Et à partir du moment où tu n'as pas ces routes-là, forcément la probabilité que tu prennes des routes plus antisociales augmente. On a aussi la culture qui va beaucoup jouer. Parmi les cultures qui influencent les agressions, on avait parlé par exemple sur les agressions sexuelles, des mythes qui banalisent le viol et comment la culture les diffuse. Ici, il y a une culture fortement liée aux agressions dans les études, c'est la culture de l'honneur. C'est pas la seule, mais c'est une des plus étudiées. La culture de l'honneur, c'est l'idée que la réputation est plus importante que tout. Évidemment, ce qui est une bonne réputation dépend des normes et d'une culture. C'est ce qui donne les crimes d'honneur, comme par exemple le meurtre de ton conjoint si t'es cocu. Dans les études, on voit que la culture de l'honneur joue sur plusieurs plans, mais l'un des plans qui revient, c'est qu'elle empêcherait la désescalade d'un conflit. Quelqu'un te fait un truc pas cool, t'estimes que du coup il doit s'en prendre plein la gueule, car en plus de t'insulter, il touche à ta réputation. Lui, à ta réponse, il a la même logique. Personne ne veut s'excuser et ça pète. Ce qui est intéressant dans ces études-là, c'est les liens entre les différents facteurs sociaux. Par exemple, moins il y a de gardiens dans une société, plus les gens en chient économiquement et plus la culture de l'honneur se développe. Quand une personne, elle ne peut pas établir correctement sa sécurité, parce qu'il n'y a pas de gardien ou parce qu'en fait il y a une insécurité par exemple financière ou criminelle, alors elle va développer en retour une agressivité plus forte et une hypervigilance pour parler à ses manques institutionnels. Cet environnement socio-économique faible
et avec plus de criminalité explique aussi des normes plus rigides dans les groupes sociaux qui doivent se démerder seuls. On voit par exemple des normes sociales plus fortes s'établir pour guider les comportements comme un attachement aux religions ou à certaines structures sociales. Attachement qui augmente évidemment la culture de l'honneur et à s'attacher à ce qui est important au niveau des normes et de la culture. Ceci faisant que, oui, il y a des grosses différences de crimes entre les pays et entre les groupes sociaux, car ces facteurs distaux vont venir influencer toute une population. À partir de là, je t'ai exposé à peu près les modèles qui te permettent de comprendre un peu toutes les agressions. Tu vois bien que là, on a 10 000 sujets potentiels. Parce que le profil d'un gars qui vole une vieille, c'est pas le même que d'un meurtrier dans un gang, mais on peut prendre ce modèle pour voir quels facteurs vont venir influencer un vol ou un meurtre. Et si tu prends aussi les séries que tu regardes ou les films que tu regardes, tu verras que dans les cas d'agression, tu peux faire rentrer, essayer d'analyser la situation qui se passe en fonction de ce modèle. Et ça ouvre la porte à plein de sujets. On peut parler aussi des facteurs sociaux dont on peut parler en détail, des solutions potentielles qui peuvent jouer à tous les endroits du modèle, de débats philosophiques où on se demande s'il vaut mieux avoir une bonne réputation ou être vertueux dans la vie et pas foutre la merde, de savoir pourquoi tel ou tel groupe sociaux sont surreprésentés dans les stades de crime, pourquoi les hommes par exemple sont les plus criminels, pourquoi quand tu prends des populations immigrées, des fois elles arrivent dans un pays, elles font baisser le taux de crime, et des fois elles arrivent dans un pays, elles font monter les taux de crime. Bref, trop de questions pour que je sache actuellement ce qui m'intéresse et ce que je veux aborder, donc je sais pas où ça va aller cette série. Et en plus, j'ai envie de faire d'autres vidéos, comme par exemple une vidéo sur les devoirs à l'école, parce que ça commence à me faire chier dans les familles que je suis. Donc, je suis perdu sur ce que je vais faire, donc on verra, et puis à plus.